Et bienvenue dans ce webinaire qui va porter sur la nouvelle analyse harmonique dans la version 25 de SIA Engineer. À titre d'exemple, nous allons étudier les vibrations d'une passerelle piétonne en acier. Je suis Mallory Jacquelin et je vais effectuer la présentation de ce webinaire aujourd'hui. Alors avant de commencer, quelques petites informations sur l'organisation. Le son de votre micro est coupé pendant la présentation, mais vous pouvez poser des questions dans la boîte de conversation du panneau de GoToWebinar. Nous les regarderons après la présentation et on vous répondra à chacun en particulier ensuite, donc surtout n'hésitez pas. Le webinaire est enregistré et il sera publié sur la chaîne SIA de YouTube. Donc si vous manquez quelque chose, vous pourrez toujours le revisualiser. Alors quel va être le programme? On va commencer par de rapides rappels théoriques, à savoir les grandes lignes directrices qui permettent de garantir le confort et la sécurité des piétons sur la passerelle, mais aussi la durabilité des structures. Puis on lancera une analyse modale, le but étant d'analyser les modes propres et les fréquences et formes correspondantes. En ce qui concerne les charges harmoniques, on donnera un aperçu de toutes les nouvelles possibilités dans SIA Engineer 25. On appliquera ces 4 charges harmoniques dans le modèle pour analyser la passerelle. On en profitera pour jeter un œil aux outils de résultats et notamment aux nouveaux résultats dynamiques détaillés. Et enfin, on terminera par les éventuelles possibilités d'optimiser la structure pour qu'elle puisse satisfaire les conditions de confort et de sécurité des piétons. Alors, on va tout de suite entrer dans le vif du sujet avec quelques rappels ou en tout cas quelques notions théoriques. Pour cela, on va utiliser un document, le guide du CETRA, qui traite de l'évaluation du comportement vibratoire des passerelles piétonnes, donc sous les charges de piétons. Le but étant de garantir le confort et la sécurité des piétons ainsi que la durabilité de la structure. Alors, qu'est-ce que dit ce guide? La première question à se poser, c'est est-ce que notre structure nécessite une étude harmonique? Donc, pour répondre à cela, le maître d'ouvrage va évaluer le trafic et décider du niveau de confort nécessaire. En effet, en termes de trafic, la structure va être classée parmi 4 catégories. On en reparlera par la suite, mais parmi ces 4 classes, on distingue la classe 4 qui ne nécessite aucun calcul spécifique et les classes 1 à 3 qui, elles, par contre, vont demander un calcul de fréquence propre, ce qui nous indiquera ensuite le niveau de risque de résonance. Si la structure est sensible à la résonance, les accélérations de la structure seront alors calculées via une analyse harmonique et cette analyse harmonique nous donnera les accélérations limites. Et ces accélérations limites nous donneront le type de confort obtenu. Alors, comme on le disait, en termes de classification de passerelles, on a 4 classes. La classe 1 concerne les passerelles urbaines reliant des zones à forte concentration piétonnière ou fréquemment empruntées par des foules denses soumises à un trafic très important. La classe 2 concerne les passerelles urbaines reliant des zones peuplées soumises à un trafic important et pouvant être parfois chargées sur toute sa surface. La classe 3 concerne les passerelles normalement utilisées, pouvant parfois être traversées par des groupes importants mais sans jamais être chargées sur toute sa surface. Et enfin, la classe 4 concerne les passerelles très peu utilisées, construites pour relier des zones très faiblement peuplées ou pour assurer la continuité du cheminement piétonnier dans des zones qui sont coupées par une autoroute ou une voie rapide. Donc, ce qui explique que cette dernière classe n'est pas soumise à un contrôle de risque de résonance et à l'évaluation du confort. En termes de niveau de confort, justement, 3 catégories sont définies. Le niveau de confort maximal, donc les accélérations subies par la structure sont pratiquement imperceptibles par les usagers. Le niveau de confort moyen, les accélérations subies par la structure sont simplement perceptibles par les usagers. Et le niveau de confort minimal, ou dans les configurations de charge peu fréquentes, les accélérations subies par la structure sont ressenties par les usagers sans pour autant devenir intolérables. Et on a bien sûr aussi le cas où les accélérations sont trop importantes et où le niveau de confort est intolérable. Alors les accélérations sont définies par des plages. Le niveau de confort est évalué à travers les accélérations subies par la structure. Ces accélérations sont calculées en utilisant différents cas de charge dynamique.
Comme on peut le voir sur le tableau de gauche, il y a 4 plages de valeurs pour les accélérations verticales et horizontales. Donc par exemple, pour un niveau de confort maximal, les accélérations doivent être comprises entre 0 et 0,5 m/s² pour les vibrations verticales. Et ensuite, pour le risque de résonance, celui-ci est évalué à travers les fréquences propres de la structure. Donc ces fréquences propres sont calculées en utilisant des combinaisons de groupes de masse qui vont être créées dans le logiciel SciEngineer. Et comme pour le niveau de confort, on a 4 plages de valeurs pour les fréquences verticales et horizontales. Et donc la plage la plus dangereuse se trouve entre 1,7 et 2,1 Hz pour les vibrations verticales, par exemple. La dernière étape, c'est de savoir quel cas de charge on doit créer dans notre modèle. L'analyse à effectuer dépend de la classe de la passerelle et de la plage de fréquence dans laquelle elle se trouve. Il y a 3 cas de charge qui sont identifiés sur la base de ces critères. Par exemple, si on a une passerelle de classe 2 et que l'on tombe dans une plage de fréquence 2, on devra créer un cas de charge correspondant au cas 1. Dans l'exemple de la passerelle que l'on va faire ici dans quelques minutes, nous serons dans cette situation de cas 1. Pour entrer la charge dans ce cas de charge, on doit déterminer la densité de la foule de piétons. Donc, si on est en classe 1, la densité sera de 1 piéton par mètre carré. En classe 2, elle sera de 0,8 piétons par mètre carré. Et en classe 3, de 0,5 piétons par mètre carré. Et bien sûr, tous les piétons ne vont pas marcher de la même façon, sur la même base. Ils ne seront pas forcément en phase. Donc, on va d'abord calculer le nombre réel de piétons impliqués, qui va être égal à la surface de la passerelle multipliée par la densité de la foule. Puis, on va calculer le nombre de piétons équivalents par la formule qui est indiquée sur la droite de cette slide, 10,8 fois epsilon fois n exposant 0,5. Et on doit considérer également un coefficient minorateur, le coefficient psi, qui tient compte de la fréquence de la structure que l'on est en train de regarder. Donc, si on tombe dans la plage 1, entre 1,7 et 2,1 Hz pour les vibrations verticales, on aura un coefficient égal à 1, donc non minorateur. Si la fréquence étudiée est inférieure à 1 ou supérieure à 2,6 Hz, alors ce facteur sera nul, donc il n'y aura pas besoin de faire de calculs plus poussés. Et si on est dans les zones intermédiaires, alors ce coefficient doit être interpolé et utilisé dans les formules pour avoir la charge à appliquer par mètre carré, comme décrit dans le tableau du milieu. Alors maintenant, on va parler de l'analyse modale pour analyser les modes propres et les fréquences et formes correspondantes à chaque mode. Et pour cela, on va utiliser l'exemple du guide du CETRA au chapitre 5.1.1. Donc il s'agit d'une passerelle à poutre latérale de type Warren de 38,85 mètres de long, de largeur totale 2,9 mètres, mais en réalité de largeur utile 2,5 mètres. Cette passerelle a été modélisée dans SciEngineer en 3D et l'analyse de la structure a été effectuée. On va passer sur le logiciel d'ici quelques minutes pour la regarder. Et on va voir que les fréquences propres qui sont obtenues sont très proches de celles obtenues dans le guide du CETRA. Donc, la première chose à faire, c'est d'établir la charge de piéton qui va être appliquée. On va supposer que la passerelle est de classe 3. On va donc considérer une densité de 0,5 piétons au mètre carré. Le nombre de piétons peut alors se calculer comme suit: la surface de la passerelle multipliée par la densité, soit 48,6 piétons. Et on va supposer une masse de 70 kg en moyenne par piéton, ce qui amène à une masse totale de 3402 kg, et donc à une charge surfacique équivalente à appliquer dans le logiciel de 35 kg par mètre carré. On va passer sur le logiciel SciEngineer pour voir cette passerelle. Voilà, donc la passerelle a déjà été modélisée par des éléments 1D en acier pour les montants, les diagonales, les membrures. Et on a aussi des éléments 2D, des éléments en coque 2D en béton.
Et alors, la première chose à faire, ça va être de créer la charge qui correspond au piéton. Donc, on l'a créé ici dans les 4 charges selon la classe 3. Donc, c'est une charge d'exploitation. Et on a appliqué la charge de 35 kg par mètre carré, comme on vient de la calculer dans la slide précédente. Donc, l'étape d'après, ça va être de calculer les masses qui correspondent à cela. Donc, on va aller dans le poste de travail charge, dans les groupes de masse. Alors ici, on a déjà créé le premier groupe Mg1 qui correspond au poids propre et le groupe Mg2 qui correspond du coup à la charge de piéton en classe 3. On a été ensuite créer les combinaisons de groupes de masse. Donc la première combinaison ne contient que le groupe de masse de poids propre et la deuxième combinaison CM2 contient les groupes de masse de poids propre et aussi le groupe de masse lié aux charges de piéton. Donc on peut maintenant lancer l'analyse modale avec 10 modes, donc on l'a déjà fait ici, et regarder les résultats dans le protocole de calcul. Donc on peut voir pour ici la première combinaison CM1 qui ne contient que le poids propre. On peut voir la masse totale, la masse en mouvement et puis le tableau de fréquence propre. Dans ce tableau, on peut voir que le premier mode est à la fréquence de 2,16 Hz et excite 81% environ de la masse totale de la structure dans la direction verticale Z. Si on regarde le deuxième mode, il excite 39% de la masse de la structure en Y, donc dans la direction horizontale, et ce à une fréquence de 3,38 Hz, ce qui est hors des plages critiques pour les directions horizontales. Donc la seule direction qui peut être critique et que l'on va étudier dans cet exemple, c'est la direction verticale. Si on cherche le deuxième mode qui excite la structure en Z, verticalement, ce serait le mode numéro 9 à une fréquence de 10,8 Hz. Donc ce qui est également hors des plages critiques. Donc on n'a vraiment que le premier mode qui peut être à risque. Mais la combinaison de masse réelle doit aussi tenir compte des piétons. Donc on va plutôt regarder la combinaison CM2. On a toujours ce premier mode qui excite 81% de participation massique en Z à une fréquence légèrement inférieure de 0,7 Hz. Et on a le 9e mode qui excite la structure aussi, mais à une fréquence de 10,7 Hz. Donc pareil, on va garder en tête que le premier mode pour l'étude. On peut regarder ensuite les déplacements 3D sous ces premiers modes. Donc si on regarde sous la combinaison de masse CM2, le premier mode, donc là, on voit que la déformée, elle est purement verticale, ce qui semble logique puisqu'on avait 81% de mobilisation de masse dans cette direction-là. Si on regarde le deuxième mode, qui pour rappel donnait une participation massique à hauteur de 39% dans la direction horizontale, effectivement, on voit qu'on a une déformée dans le sens plutôt Y, donc horizontalement. Et si on prend le troisième mode, qui était le 9e mode, pardon, qui était aussi un mode vertical, donc on voit également qu'on a une déformation verticale suivant Z, donc c'est pas la même déformée que dans le premier mode, elle est moins marquée, mais elle est également dans le sens Z. Du coup. Cela dit, ce ne sera pas à considérer dans l'analyse des vibrations, vraiment que le premier mode sera à considérer. Donc on peut revenir à la présentation du PowerPoint et on va maintenant jeter un œil aux nouvelles possibilités d'Ancien Ingénieur 2025 en ce qui concerne les charges harmoniques.
Alors, on peut tout d'abord vérifier quels modules sont nécessaires pour pouvoir utiliser les différentes fonctionnalités, parce que comme vous le savez, d'un point de vue commercial, CIngénieur est composé de plusieurs éditions et modules dans lesquels font partie ou non les différentes fonctionnalités. Donc, dans le module sismique et harmonique, vous avez accès à l'analyse harmonique, donc avec une seule fréquence, une fréquence simple. Vous avez accès aux résultats détaillés, accélération, vitesse et déplacement, et au tableau détaillé des modes. Donc, tout ça était déjà disponible dans l'ancienne interface en 32 bits de CIngénieur et est désormais disponible dans la nouvelle interface. Par contre, si vous avez besoin des nouvelles fonctionnalités, elles sont incluses dans le module d'analyse vibratoire. C'est un module qui se trouve dans l'édition Ultimate. Ça concerne l'analyse harmonique avec une plage de fréquences, les charges harmoniques non phasées, la possibilité d'appliquer des charges harmoniques linéaires et surfaciques. Vous aurez accès aux résultats moyens et enfin au signe de la charge harmonique basée sur la forme des modes propres. Donc on peut commencer par parler des différents types de charges possibles. Les charges ponctuelles sont disponibles avec le module d'analyse sismique et harmonique. Donc on peut saisir les charges ponctuelles au nœud, sur élément 1D ou des charges ponctuelles libres. Par contre, les charges linéaires et surfaciques, elles sont disponibles que dans le module d'analyse vibratoire. Donc on peut utiliser des charges linéaires sur élément 1D, sur les bords d'élément 2D et les charges linéaires libres. Et on peut utiliser les charges surfaciques sur 2D ou libres. Une autre nouveauté, c'est la possibilité de diviser une période pour la sommation. On a une liste avec différentes valeurs qui vont de 6 à 360 divisions. Alors si vous choisissez 360 divisions, vous aurez des résultats bien précis, mais vous risquez d'avoir un certain temps d'attente pour les visualiser. Si vous prenez 48 divisions ou même 72, alors les résultats seront très proches de l'option précédente, mais s'afficheront beaucoup plus vite. Et si vous prenez 6 divisions, les résultats s'afficheront très vite, mais alors ils ne seront pas très précis. Comme on peut le voir sur les graphiques de cette slide, on voit que dans le dernier cas, la sinusoïde est très saccadée et peu précise. Donc on recommande plutôt d'utiliser 48 ou 72 divisions. Une autre toute nouvelle option, c'est la possibilité de signer la charge harmonique à partir de la forme d'un certain mode propre. Et cela est disponible pour les éléments 1D comme pour les éléments 2D. Par exemple, si on regarde la poutre sur le côté gauche de cette slide, on voit qu'un certain mode propre donne des déplacements vers le bas sur un côté de la poutre, les flèches rouges, et vers le haut sur l'autre côté de la poutre, les flèches bleues. Du coup, plutôt que d'appliquer deux charges, une vers le bas sur le côté gauche et une vers le haut sur le côté droit de la poutre pour simuler le bon comportement de la passerelle, on peut n'entrer qu'une seule charge et spécifier le mode propre qui donne donc cette forme de déplacement et donc la signature de la charge. En arrière-plan, CIngénieur va adapter la direction, le signe de la charge le long de la poutre ou de la dalle, et l'analyse se fera alors correctement. On le verra tout à l'heure dans notre exemple de passerelle. On va parler maintenant de l'amortissement. Avant, on pouvait saisir un amortissement constant, on le peut toujours, mais on a aussi la possibilité maintenant de définir un amortissement de Rayleigh. Alors pour un amortissement constant, on doit entrer le ratio d'amortissement, donc en pourcentage, et pour un amortissement de Rayleigh, le ratio d'amortissement est défini selon deux fréquences et selon les coefficients alpha et bêta qu'on voit dans les formules à gauche, qui vont être calculés automatiquement. Donc, comme on peut le voir dans le graphique, à gauche, on a un amortissement de 3% aux fréquences de 1 et 10 Hz, ce qui permet au logiciel de calculer les valeurs alpha et bêta qui vont être utilisées pour calculer l'amortissement le long des différentes valeurs de fréquence. C'est ce qui est représenté par la courbe verte dans le graphique. Autre sujet, les méthodes harmoniques. Donc on a maintenant le choix entre l'harmonique complète et la superposition modale pour l'analyse vibratoire.
La méthode de l'harmonique complète, elle n'est disponible qu'avec l'amortissement de Rayleigh et ne nécessite pas une analyse modale au préalable. Alors que dans la méthode de superposition modale, les formes de mode factorisées sont sommées pour calculer la réponse harmonique. Et donc, on a besoin, dans ce cas, forcément d'une analyse modale. La méthode de superposition modale donne des valeurs positives et négatives de l'amplitude de la réponse, alors que la méthode de l'harmonique complète donne des valeurs absolues uniquement. Donc, dans l'exemple qu'on a ici de poutre, on peut voir à gauche la courbe des moments dans le cas d'une superposition modale. On peut voir qu'on a des moments négatifs au niveau des appuis, alors que dans le cas de l'harmonique complète à droite, on n'a que des valeurs positives tout le long de la poutre. Une autre nouvelle possibilité est de créer un cas de charge harmonique avec une plage de fréquences. Dans ce cas-là, un ensemble de cas de charge est généré sur la base des fréquences minimales, maximales et du pas spécifié. Par exemple, on voit dans l'image que la fréquence minimale est de 50 Hz, la fréquence maximale est de 100 Hz et le pas est de 1 Hz. Donc le logiciel va créer automatiquement et très rapidement un ensemble de 51 cas de charge avec chacun une fréquence allant de 50 à 100 Hz avec un pas de 1 Hz. Donc ça nous permet d'avoir un rapide aperçu de la réponse de la structure sous différentes fréquences. On le verra aussi tout à l'heure sur le logiciel directement. Et la dernière nouvelle option, c'est la possibilité d'avoir des charges harmoniques non phasées. Donc il est possible de donner un angle de phase pour chaque charge d'un cas de charge harmonique donné. Cela signifie que toutes les charges auront la même fréquence, mais ne seront pas synchronisées. On parle à nouveau ici d'un seul cas de charge. C'est pour ça que toutes les charges auront la même fréquence, mais à l'intérieur de ce cas de charge, toutes les charges n'auront pas vraiment le même angle de phase. Si on regarde le graphique à gauche, on peut voir deux représentations de la réponse harmonique. La courbe rouge a un angle de phase par rapport à la courbe bleue. Donc à t égale 0, la courbe bleue a une amplitude nulle, donc à 0, alors que l'amplitude à 0 pour la courbe rouge commence un peu après, un peu plus tard. Donc on peut introduire cet angle en degrés dans SIA Engineer. Et par exemple, ici on a 3 charges surfaciques sur notre poutre. La première charge est appliquée avec un angle de 0 degré, ce qui veut dire qu'à t égale 0, l'intensité est nulle. Si on applique à la deuxième charge un angle de 45 degrés, ça signifie que l'intensité est nulle à la position qui correspond au 8e d'une période. Et si on applique à la troisième charge un angle de 90 degrés, cela signifie que l'intensité est nulle à la position qui correspond au quart d'une période. On va maintenant appliquer ce cas de charge harmonique sur notre passerelle. Donc, on doit tout d'abord définir dans quel cas de charge on va tomber. On a vu précédemment que la fréquence propre du premier mode en vertical était de 2,08 Hz, ce qui situe la passerelle dans la plage 1 des fréquences verticales. L'analyse correspond donc à la situation du cas 1 et on a une valeur de psi égale 1 puisqu'on est en plage 1 de fréquence. La charge qui doit être appliquée est donc calculée à partir de la formule qu'on a sur la gauche de la slide. On voit notamment le nombre équivalent de piétons. Et on trouve une charge à appliquer de 16,8 newtons par mètre carré. On va donc retourner sur le logiciel pour voir ça directement. On a donc créé un cas de charge harmonique pour la classe 3 avec une fréquence de 2,08 Hz. On a choisi donc le type de charge dynamique, la spécification harmonique, la méthode de superposition modale. On a choisi un amortissement constant de 0,6% comme décrit dans l'exemple du guide du CETRA. On a choisi 72 divisions de la période pour la sommation.
On a donc mis la fréquence de 2,08 Hz. Pour le moment, on n'a pas coché la signature de la charge. Et on prend la combinaison de masse avec le poids propre et la charge de piéton. Donc, après avoir lancé le calcul, ce qui a déjà été fait ici, on a accès aux résultats. Et notamment, on a accès aux résultats de déformation 3D. Donc, si on regarde les résultats de déplacement sous le cas de charge statique, dans un premier temps, on voit qu'on a un déplacement maximal de 5,6 mm. Si on regarde maintenant sous le cas harmonique, on passe à 18,2 mm. Donc c'est beaucoup plus puisqu'on a appliqué la charge à la fréquence de résonance. On peut aussi regarder ces résultats sous une combinaison. Donc si j'ouvre la fenêtre de combinaison linéaire, on voit qu'on a défini une combinaison linéaire avec juste K harmonique pondéré à 1. Et donc, si je vais regarder les déplacements au nœud, je vais prendre par exemple ce nœud central et que je regarde du coup sous la combinaison harmonique, je retrouve ce déplacement d'environ 18 mm, 17,8 mm. Si je regarde par contre sous la combinaison linéaire, j'ai un déplacement en négatif et aussi en positif parce que c'est une vibration. Donc l'amplitude peut être vers le bas ou vers le haut. Et si on regarde la note de calcul, on voit que ce déplacement vers le bas négatif, il est sous une combinaison qui a un signe moins, et le déplacement positif, il est sous une autre combinaison qui a un signe plus. On couvre donc l'amplitude de la vibration. Donc, ce qu'on peut faire aussi, c'est créer un cas de charge, mais avec une plage de fréquence. C'est ce qu'on a fait ici, donc avec ce cas-là, avec une spécification qui n'est plus harmonique, mais plage harmonique. On a défini une fréquence mini de 1 Hz, une maxi de 5 Hz et un pas de 1 Hz. Donc on voit que le logiciel, après calcul, il a créé 5 cas de charge avec une fréquence de 1, 2, 3, 4 et 5 Hz. Donc ça, il l'a fait automatiquement. Donc je peux retourner dans la fenêtre de déplacement des nœuds et regarder ces différents cas de charge qui ont été créés automatiquement. Donc d'abord, à la fréquence de 1 Hz, j'obtiens un déplacement de 0,3 mm. À 2 Hz, j'ai 3,2 mm, donc beaucoup plus. À 3 Hz, j'ai 0,2. À 4 Hz, j'ai 0,1 et à 5, je repasse à 0. Donc les déplacements sont plus faibles. Plus on s'éloigne de la fréquence de résonance qui était de 2,08 Hz, plus on sort de la plage critique et donc les déplacements sont plus faibles. Une autre possibilité pour regarder ces résultats aurait été de passer par une classe de résultats, donc par exemple harmonique, où on a saisi les 5 cas créés automatiquement. Donc si je regarde ces mêmes résultats sous la classe harmonique, je vois graphiquement et le min et le max, et si je vais dans la note de calcul, j'ai l'ensemble de tous les résultats puisque j'ai mis extrême non dans la feuille de propriété de ces résultats. Je voulais aussi parler de l'option de la signature de la charge. Alors pour cela, on va utiliser le mode 3 de la combinaison CM2
Voilà, qui a une fréquence à 6,76 Hz. Parce que, comme on l'avait vu dans la slide tout à l'heure, il a une déformée avec un signe différent à gauche et à droite hein, sur la passerelle. Donc, on a créé 3 cas de charge harmonique à cette fréquence de 6,76 Hz. Donc le premier sans l'option de signature de la charge. Le deuxième avec l'option signature cochée. Et puis on a bien indiqué le mode pour la signature à 3 et la direction en Z. Et puis on a fait un troisième cas avec l'option signature décochée, mais en saisissant manuellement les charges qui correspondent à cette forme. Si j'affiche les charges sous ce cas de charge manuel, on voit qu'on en a saisi 2. Une à gauche descendante et une à droite ascendante. Donc ça, on l'a fait manuellement. Si on regarde les charges sous les 2 autres cas, elle est, que ce soit signée ou non signée automatiquement, elle est descendante. Hein. On a une seule charge descendante. Donc si on regarde les résultats, on a une icône qui s'appelle charge surfacique. Donc si je vais dessus, que je regarde les charges verticales sous le cas de charge non signée, je vois que j'ai une charge d'une seule couleur, grise, avec un signe moins, donc négative, descendante. Alors que si je regarde le cas de charge avec la signature automatique de la charge, j'ai un côté à gauche avec un signe négatif et un côté à droite en rouge avec un signe positif. Donc c'est la même chose que si on l'avait fait à la main, comme dans le troisième cas. Donc en automatique, on voit qu'il a bien pris en compte la déformée du mode 3 avec les bonnes directions et les bons signes. Donc si maintenant je regarde les déformations 3D, pour le cas de charge non signé, j'ai une déformée dans un seul sens, hein, dans une seule direction, alors que si je prends le cas signé automatiquement, voilà, je retrouve la déformée identique à mon mode 3. Donc on n'a plus besoin d'entrer plusieurs charges manuellement comme vous pouvez le faire auparavant. C'est fait totalement automatiquement et c'est donc un gain de temps qui peut être important et non négligeable. On peut revenir à la présentation du coup sur PowerPoint pour parler des outils de résultats et spécifiquement des nouveaux résultats de dynamique détaillée. Alors CIengineer 25, il permet d'obtenir des résultats détaillés pour les modes propres de l'analyse modale et pour un cas de charge sismique ou harmonique. Pour les cas de charge harmonique, il est possible d'obtenir les déplacements, les vitesses et les accélérations aux nœuds. Ces résultats peuvent être visualisés sur les nœuds de modélisation, mais aussi sur les nœuds de maillage éléments finis, et on peut demander les valeurs moyennes, RMS, ou les valeurs de pic. Donc, RMS, c'est Root Mean Square, il s'agit de la moyenne quadratique parce que on n'est pas obligé, on n'est pas toujours, on veut pas toujours les valeurs au pic. Ça permet d'avoir des résultats moyennés plutôt que systématiquement les pics de valeurs. On peut tout de suite retourner sur le logiciel hein, pour voir cette nouvelle fonctionnalité. Donc on la trouve à 2 endroits, ou bien dans le menu résultats dynamiques et dynamique détaillée, en passant par les menus en haut. Ou alors, si vous préférez, en passant par le menu, le poste de travail résultat en bas dans la roue. Et vous avez l'icône ici, dynamique détaillée, donc une icône qui représente un pendule inversé. Donc, pour notre cas harmonique, on peut donc visualiser les déplacements, les vitesses ou les accélérations sur notre nœud qui est sélectionné. Donc, par exemple, les déplacements, on a les 3 translations, les 3 rotations. Si on regarde UZ, on a par exemple ici un déplacement de 17,8 mm, ce qu'on avait déjà vu tout à l'heure. Si on regarde la vitesse, on a une vitesse de 0,23 mètres
par seconde. Et ce qui nous intéresse ici, c'est surtout l'accélération. L'accélération en verticale, on a donc 3,04 mètres secondes carrés. Et c'est une valeur qui sort des plages de confort acceptables. À titre indicatif, on a regardé les résultats sous deux autres classes, puisque la passerelle, elle peut être en classe 2 si elle est un peu moins chargée, ou en classe 1, suivant la charge de trafic. On a supposé que la passerelle pouvait se trouver en classe 2 et en classe 1. Donc pour la classe 2, en classe 2, du coup, on a une densité de foule de 0,8 piétons par mètre carré, ce qui va nous donner une charge surfacique de 56 kg par mètre carré. Et en classe 1, on a une densité de foule de 1 piéton par mètre carré et on a calculé que ça nous donnerait une charge surfacique de 70 kg par mètre carré. Donc bien sûr, pour ces deux charges, on a créé les groupes de masse. Donc les groupes de masse Mg3 pour la classe 2, Mg4 pour la classe 1, et les combinaisons de groupes de masse associés, donc Cm3, où on prend en compte le poids propre, et les piétons en classe 2, et Cm4 avec le poids propre, et les piétons, la charge de piétons en classe 1. Donc si maintenant on regarde le protocole de calcul, pour la combinaison Cm3, donc qui correspond à une passerelle en classe 2, donc on voit que le pourcentage de masse en Z, il est toujours de 81% environ, selon le premier mode, et on a une fréquence de 2,03 Hz. Et pour CM4, donc qui correspond à une passerelle en classe 1, on a plus ou moins le même pourcentage de masse et on a une fréquence qu'on peut arrondir à 2 Hz. Donc pour ces deux cas, on est toujours dans la plage 1 de fréquence. Pour la classe 2 de passerelle, ça correspond à une situation de cas de charge K1. Et pour la classe 2 de passerelle, pour la classe 1 de passerelle, ça correspond à la situation de cas de charge K2. Donc on a créé ces cas de charge harmoniques avec les fréquences correspondantes et les groupes de masse correspondants, Cm3 pour la classe 2, Cm4 et 2 Hz pour la classe 1, et les charges correspondantes. Donc pour la classe 2, une charge de 2,13 kg par mètre carré, et pour la classe 1, une charge de 5,26 kg par mètre carré. Donc on peut regarder maintenant les résultats dynamiques détaillés qui correspondent. Donc en classe 2, on a une accélération de 3,92 mètres secondes carrés. Et pour une passerelle de classe 1, on aurait une accélération de 9,42 mètres secondes carrés. Donc pour toutes les classes, on sort des plages de confort acceptables. Une autre option que je voulais vous montrer, c'est l'affichage des résultats au nœud élément fini. Si je sélectionne par exemple l'élément 1D, donc la poutre ici, et que je clique sur régénérer, donc ça va dépendre de la configuration du solver, de la manière dont on a divisé la barre, mais on voit qu'on a les résultats d'accélération sur tous les nœuds de maillage. Et c'est valable aussi pour les éléments 2D. Voilà, donc on les a ou bien pour un nœud de modélisation ou bien pour un nœud de maillage. Donc on peut revenir à la présentation pour avoir un aperçu des résultats sous ces trois classes. Donc pour les trois classes, on est dans la plage 1 de fréquence, le cas de charge utilisé est le cas 1 ou 2, et les accélérations maximales sont toutes en dehors des limites acceptables, même avec un minimum de confort. Donc le niveau de confort n'est pas satisfait pour les trois types de classes et la structure doit être
adapté. Ce qui nous amène à la dernière partie, voir comment on pourrait améliorer cette passerelle à partir des propositions du guide du CETRA. Donc la première chose qu'on pourrait faire, c'est augmenter l'épaisseur de la tôle métallique de 12 à 14 mm et augmenter aussi la hauteur entre les membrures. Là, on est passé à 1,415 m. Donc maintenant, dans notre exemple, pour la passerelle de classe 3, la fréquence sort de la plage 1 et nous n'avons plus besoin de faire une analyse harmonique. Par contre, pour la passerelle de classe 2, la fréquence propre est de 2,41 Hz qui la situe dans la plage 2 et l'analyse sera alors faite selon la situation du cas 1. Comme la fréquence est supérieure à 2,1 Hz, le coefficient psi y décroît de 1 à 0,21, ce qui va considérablement diminuer la charge appliquée dans le cas de charge harmonique et qui sera donc de 3,4 newtons par mètre carré. Donc on peut passer une dernière fois sur le logiciel et aller sur le fichier de la passerelle modifiée. Donc on a déjà appliqué les modifications qu'on vient de décrire. On a aussi créé déjà 3-4 charges qui correspondent à la classe 3, 2 et 1. On peut aller voir dans le protocole de calcul ces résultats. Donc, sous la combinaison CM2 avec la passerelle modifiée, on obtient une fréquence de 2,46 Hz, ce qui l'arrange dans la plage 2. Et donc, pour une passerelle de classe 3, on n'est pas obligé de faire une analyse harmonique. Pour la classe 2, donc la combinaison CM3, on a une fréquence de 2,41 Hz. Donc, on doit faire une analyse. Et pour la classe 1, donc la combinaison CM4, on a 2,37 Hz. On tombe en plage 2, mais on doit là aussi faire une analyse harmonique. Donc on a créé les 4 charges harmoniques pour les classes 2 et 1 avec les charges correspondantes. Donc pour la classe 2, on a 0,34 kg par mètre carré. Et pour la classe 1, on a 1,10 kg par mètre carré. Donc si on regarde les résultats d'accélération au même nœud que tout à l'heure, pour la classe 2, on obtient une accélération maximale de 0,57 m/s carré. Et pour la classe 1, on a 1,85 m/s carré. Donc dans le premier cas, on tombe dans un confort moyen et dans ce deuxième cas, en classe 1, on tombe dans un confort minimal, mais acceptable. Donc si je reviens à la présentation, on a le résumé ici du calcul qu'on vient de faire. En classe 3, on n'a donc pas besoin de faire d'analyse vibratoire. Pour la classe 2, on est en confort moyen et pour la classe 1, on est en confort minimum. Mais on pourrait faire d'autres améliorations sur la structure, conformément à ce qu'expliquait dans le guide du CETRA. Par exemple, si on augmentait l'épaisseur de la tôle à 16 mm, les fréquences propres deviendraient supérieures à 2,6 Hz et le coefficient psi serait alors égal à 0. Donc pour la classe 2, on n'aurait plus besoin d'analyse du tout. Et pour la classe 1, on tomberait dans la situation du cas 3. On devrait utiliser le deuxième mode qui excite la structure verticalement. Donc c'était le 9e dans notre cas, mais comme on avait vu précédemment, ce mode qui excitait la structure verticalement avait une fréquence très élevée, donc on pourrait aussi négliger l'analyse harmonique. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur cette nouvelle fonctionnalité qu'est l'analyse harmonique vibratoire dans la nouvelle version de SciEngenieur, la version 25. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le GoToWebinar, dans la fenêtre dédiée à cela. Et en attendant, je vous remercie pour toute votre attention, votre participation et je vous souhaite une belle fin de journée.